Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique de retour pour une vidéo. Ça fait un petit moment quand même parce que j'ai eu quelques problèmes. J'avais tapé le script d'une vidéo qui était plutôt cool et marrante, mais le script a disparu de mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons parler aujourd'hui de ma seconde activité professionnelle, professeur. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez certainement que j'ai déjà fait plusieurs vidéos afin de parler de mon travail. D'ailleurs, je pense qu'il y a parmi mes vidéos les plus drôles dans le tas. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite analyse quant à l'état de l'éducation scolaire au Japon. Ça fait depuis déjà plus de 5 ans que je travaille comme prof ici au Japon, la vieillesse, et j'ai même été professeur principal du précédent établissement où j'avais bossé. Eikawa, Juku, établissement public, j'ai tout fait. Je travaille maintenant à mi-temps pour un grand groupe international qui a décidé de me bully. J'ai vraiment trop de trucs à vous raconter. Et le constat est sans appel. Dans tous les établissements où j'ai pu travailler, assister à des cours, c'est pourri. Posez votre postérieur, abonnez-vous. Mon analyse après le générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Disclaimer, cette vidéo n'est pas là pour vous plaire, comme elle n'est pas là non plus pour cracher gratuitement sur le Japon. Je n'ai pas pour but de vous dégoûter de ce beau pays, mais de mettre en garde celles et ceux qui fantasment sur le Japon, et qui rêvent d'y vivre pas tout le temps pour de bonnes raisons. Personnellement, si j'ai des enfants un jour, je ne veux pas qu'ils étudient ici. Et c'est une discussion que j'ai assez souvent avec pas mal d'amis expatriés à moi, qui me disent qu'en effet, l'une des grandes raisons pour lesquelles est-ce qu'ils ont envie de rentrer dans leur pays, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants étudient là. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour s'installer au Japon. Ah, d'ailleurs, les gens pour lesquels je prends de mon temps afin de vous répondre, et je n'ai même pas droit à un petit merci ou à une petite réponse, je vous vois. Bref, mon but c'est de vous faire réaliser que le pays parfait n'existe pas, et que ce n'est en tout cas pas le Japon. Alors évidemment, aucun système éducatif n'est parfait. De plus, ayant principalement étudié en Suisse, de l'école enfantine jusqu'à l'obtention de ma maîtrise universitaire, mon point de vue est forcément suisseau-centré. Quel ne fut pas mon choc quand j'ai découvert le système éducatif au Japon. Point numéro 1, absence de réflexion. Une des grandes bases de l'éducation au Japon, c'est l'appris par cœur. En plus de cela, les classes de cours au collège et au lycée ont en moyenne 38 élèves. C'est abusé. En tant que prof, comment est-ce que tu fais pour gérer convenablement une classe pareille? Du coup, les cours s'apparentent plutôt à des cours ex cathedra. C'est-à-dire que le prof introduit des théories, des élèves écoutent, prennent des notes, et les interactions avec le professeur et entre élèves sont plutôt limitées. Ce manque de participation des élèves n'invite pas à la prise d'initiative et à questionner ce qui est enseigné. Prise d'initiative signifie également capacité à penser par soi-même. Et c'est là où le bas blesse. L'un des aspects primordiaux de la société nippone, et je dirais même que c'est le plus important, c'est la conformité. Ne pense surtout pas par toi-même. Il suffit de voir des examens comme l'Eiken, c'est le test de maîtrise de l'anglais au Japon, que j'enseigne depuis 2018. Selon le barème, les questions qui donnent le plus de points, c'est du recrachage, et les questions qui donnent le moins de points, ce sont les questions d'opinion. De même pour le JLPT, si on prend le niveau 1, il n'y a pas non plus de production du langage. C'est avant tout du recrachage. C'est pas un peu bizarre tout ça? Point numéro 2, le prix des études. Alors attention, c'est pas les USA où les études universitaires peuvent te coûter un bras et où t'es endetté jusqu'à la fin de tes jours. Les études primaires et secondaires au Japon sont gratuites. Mais afin d'assurer l'avenir des bambins japonais, la fréquentation d'établissements privés et prestigieux pèse énormément dans la balance. Le Japon étant une société très déterministe, une voie est tracée depuis la plus tendre enfance. Du coup, il est pas rare de voir des enfants de 6 ans passer des examens de type Eiken. Et dès le plus jeune âge, les parents ont déjà en vue certains collèges, certains lycées, certaines universités où ils aimeraient que leurs enfants aillent étudier. J'avais même des élèves de niveau maternel qui devaient passer des tests pour rentrer dans une école primaire. Tous ces établissements ont des tests d'entrée qui sont très difficiles. Mais pourquoi s'embêter à tant étudier et à dépenser autant de sous pour aller dans ces établissements? Les emplois de haut niveau engagent essentiellement des personnes qui ont étudié dans des universités connues comme Keio, Waseda, Todai. Les lieux où vous allez étudier, ce sont des ascenseurs professionnels et sociaux. Pour vous dire, la police peut même vous laisser tranquille si vous êtes un élève d'une université connue. Et il y a beaucoup de mes élèves qui me disent qu'ils aimeraient beaucoup partir à l'étranger, mais que ce n'est pas possible parce que leurs parents n'ont pas de sous. Étant donné qu'ils font un all-in sur tout ce qui est juku, tuteur, cours privés, c'est un budget énorme. Là où je bosse, 40 minutes de cours, ça coûte 8000 yens, c'est-à-dire 60 € au taux actuel. Alors oui, les études de base sont abordables et peu coûteuses, mais elles ne donnent pas accès à des emplois et à des fonctions de haut niveau. C'est du moins ce que beaucoup de Japonais pensent. Mais aller dans des bonnes universités n'est pas forcément synonyme de réussite et de prestige. J'ai à ce sujet une connaissance qui avait étudié à Waseda, et elle travaille dans une maison d'édition. Sa mission, censurer les zizi et les vagins à coups de mosaïque
et bande noire. Car oui, elle bossait dans le hentai. Qu'il s'agisse d'une bonne université ou d'une mauvaise université, il y a quand même moyen de s'en sortir. Ou pas. Si j'ai des enfants au Japon, je les enverrai dans un établissement international. Il y a par exemple le lycée français ici à Tokyo. Mais une fois de plus, cela a un prix. Point numéro 3, économie de la souffrance. Je parle d'économie de la souffrance car elle se trouve aussi bien dans les études que dans la future vie professionnelle. Tous mes élèves, en dehors des horaires classiques d'école normale, eh ben ils vont à la Juku, parfois 5 à 6 fois par semaine, donc rajouter plus 2h30 voire 3 heures de cours chaque jour. Après cela, ils font leurs devoirs pour l'école normale et pour la Juku. Quand est-ce qu'on a le temps de se reposer? Il faut voir les études comme un grand buffet à volonté où chaque plat est un sujet différent. Mais étudier comme au Japon équivaut à être obligé de manger tous les plats et être pénalisé si on ne les finit pas. Et l'image qui m'est vraiment venue en tête, c'est celle de Eikichi Onizuka dans GTO. Il y a cette partie dans le manga où il doit prouver qu'il est digne d'être professeur en passant haut la main les mêmes examens que ses élèves en ayant de meilleures notes. Manque de sommeil, stress, anxiété, Onizuka en vient même à se créer un instrument de torture afin de rester réveillé. Et là, on voit vraiment cette fameuse mécanique de la souffrance qui est parfaitement retranscrite. Dans certaines sociétés, comme les USA par exemple, on parle souvent de méritocratie. On y est récompensé en fonction de la qualité de notre travail. A contrario, le Japon se présente plutôt comme une souffrantocratie. Tu ne vas pas réussir si tu ne souffres pas. Par exemple, je vous avais déjà parlé de mon ancien employeur, et ben c'est Trou de Fillon. Est-ce que je peux dire Fillon sans être démonétisé? François Fillon. Le slogan de mon ancienne compagnie était Be Survivors. Soyez des survivants. Mon ancien employeur avait un jardin d'enfants, dont le nom était un acronyme, et la première lettre était S pour survivant. De ce fait, dès la petite enfance des élèves là-bas, cette idée va déjà être ancrée dans leur cerveau. Et ce concept de survivant, j'avais un peu de mal à le comprendre au début. Sachant que mon idée de la survie provenait de ma famille au Vietnam qui avait subi la guerre, ou encore de mes habits de New York qui étaient partis en prison et vendaient des cailloux blancs dans la rue. Mais au regard de ce que je vous ai déjà expliqué, l'idée de souffrance va de pair avec l'idée de survie. Comme quand on nous demandait de travailler jusqu'au dernier train. Comme quand on nous faisait commencer le travail 1 heure plus tôt que d'habitude, le tout sans être payé plus évidemment. Et fait de façon complètement arbitraire. Sans souffrance, il n'y a pas de réussite. À l'image du Teaching Contest annuel, contest que j'avais gagné en 2018, car ma souffrance avait été récompensée. Je m'explique. Le contest, personnellement, moi j'en avais rien à faire, je voulais pas gagner quoi. Le seul truc, c'est que vu qu'on allait faire une représentation devant une centaine de personnes, je voulais pas avoir l'air bête et m'humilier en fait. Au travail, pendant mes heures de creux, je répétais, je préparais un petit peu ma démo. Mais tranquille, hein, c'était pas un entraînement à la Rocky Balboa. Le jour du concours, lorsque ma victoire fut annoncée, le président de la compagnie avait bien insisté sur le fait que j'avais travaillé dur pour gagner et que mes efforts et ma sueur méritaient d'être récompensés. J'avais gagné, non pas parce que ma démonstration était forcément bonne, mais parce que le staff japonais avait dit au boss de la compagnie à quel point est-ce que je travaillais beaucoup, que je faisais des répétitions, etc. et que j'étais devenu un exemple de survivant et donc de souffrance. Point numéro 4, la société japonaise se base beaucoup sur le gaman, un terme japonais issu du bouddhisme zen qui signifie subir avec patience et dignité les insurmontables affres de l'existence. Et c'est également présenté comme une vertu. Souffrir est une vertu car c'est une preuve de self-control et de maîtrise. Alors oui, ce stoïcisme et cette force d'acceptation, elle est admirable quand on voit à quel point est-ce que le peuple japonais fait face à beaucoup de catastrophes naturelles. Franchement, le respect, hein, moi je crierais tout le temps comme une petite catin. Mais là, on parle de la vie moderne, de la vie actuelle. Est-ce que ce genre de courant de pensée, gaman, doit disparaître? Évidemment non. Mais il s'agit de savoir doser dans une société moderne. Car dans le cas de l'éducation scolaire et de la société moderne, je trouve que les effets sont vraiment catastrophiques. Surtout quand on sait que gaman signifie également savoir se plier à la conformité. Et c'est là qu'on arrive au 5e point, la conformité. Ce concept de conformité existait de tout temps au Japon. Ici, pas de place à l'improvisation. La société suit des codes et des balises bien précis. Où que vous allez au Japon, vous verrez que tout est sensiblement pareil. L'architecture, la façon de faire, les mentalités. Ce désir de conformité et de ne pas sortir du groupe provient du fait que le Japon fait face à des catastrophes naturelles depuis toujours. Typhon, tremblement de terre, tsunami, gakto. Oui, c'est un calendrier officiel. De ce fait, lors des moments de gestion de catastrophes, il est vital que les efforts communs suivent un schéma bien précis et que tout le monde joue le jeu. Car une personne qui n'en fait qu'à sa tête peut mener à la fin et à la mort du groupe. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être différent et qu'il ne faut pas faire les choses différemment. Le groupe est plus important que l'individu. Et pour en revenir à ce que je vous disais, par rapport aux tests comme Leiken, donner son opinion, c'est sortir du groupe, c'est ne pas être conforme. De ce fait, l'esprit critique au niveau des études n'est ni engagé ni mis en avant. Le japonais lambda est formaté afin de rester dans un groupe qui fait office d'autorité. Et c'est aussi ça le gaman, obéir aveuglément à toute forme d'autorité. De ce fait, est-ce que les japonais sont vraiment libres? Vivent-ils vraiment dans une démocratie? J'avais discuté de cela avec un ami professeur à l'université de Waseda qui avait utilisé ces termes. Le Japon est une dictature douce. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Conclusion. Revenons-en vraiment au cœur
facteurs à l'éducation. Qu'est-ce qu'un bon prof et qu'est-ce qu'un bon élève? Le bon chasseur. Le bon prof est-il quelqu'un qui suit à la lettre les directives de son école ainsi que le programme scolaire? Et le bon élève est-il quelqu'un qui suit à la lettre ce que son prof lui dit? Eh ben c'est ni l'un ni l'autre. Un bon prof et un bon élève, ce sont des personnes enthousiastes qui prennent plaisir à enseigner et à apprendre. Mais au Japon, l'enthousiasme est l'ennemi de la connaissance et de la productivité. Petit exemple, un ami suisse travaillait dans la même école que moi et il était adoré de ses élèves. Ces derniers prenaient beaucoup de plaisir à aller à ses cours parce que mon pote enseignait à sa manière et ne suivait pas les règles de l'école. Et les résultats étaient là. Les élèves avaient d'excellentes notes, ce qui leur aurait permis de créer une relation unique qui était un peu proche du mentorat d'une certaine façon, qui aidait à l'épanouissement des élèves et de mon pote. Mais lorsque le management de la compagnie a eu vent de sa façon d'enseigner et de faire, ils lui ont dit d'arrêter tout de suite car il ne suivait pas les règles, ou plutôt le dogme. Peu importe les résultats, c'est la conformité qui compte. Le professeur doit souffrir pour donner le cours et l'élève doit souffrir pour suivre le cours. L'épanouissement n'est pas vu comme un facteur de progression ici au Japon. Pourtant, le professeur qui est en fin de chaîne, c'est la personne la plus importante. Mais pas au Japon, car ce qui fait loi, c'est l'instance au-dessus, c'est la hiérarchie. Ce sont ceux qui font les règles, ce sont ceux qui font les programmes scolaires, ce sont ceux qui créent des techniques d'enseignement. Et forcément, ça me choque parce qu'en Suisse, l'État fait confiance à ses périphéries, aux cantons, et les cantons ont des manières d'enseigner de façon différente. Car en Suisse, l'éducation n'est pas bureaucratisée comme au Japon. Le professeur au Japon se contente d'appliquer. Il n'est pas un mentor. Depuis que j'enseigne au Japon, tout ce que je fais doit être chronométré et suivre des règles précises. Pour vous dire, mon ancien employeur pouvait menacer de vous renvoyer si vous passiez 30 secondes de trop sur une activité. Un collègue avait par ailleurs échoué l'évaluation pour le renouvellement de son contrat de travail car il tenait son livre de la mauvaise façon. C'est ça qui est dingue parce que mon collègue était presbyte, il ne peut pas voir les choses de près donc il devait tenir son livre de loin et voilà, il a échoué à cause de ça. Un autre collègue avait échoué son évaluation car il s'était assis sur sa chaise durant la leçon. Bah ça va, la Libye de Kadhafi c'est pas si loin que ça, non? Nous sommes évalués et notés de façon administrative sur la conformité. Et le fait d'être noté, évalué, souvent à notre désavantage, ça justifie un sous-traitement à notre égard. Pas d'augmentation, motif de renvoi, une carrière professionnelle au Japon, dans une compagnie japonaise typique, et la vie en tant que telle, par extension, tout est basé sur la conformité, pas l'enthousiasme, ni l'épanouissement. Et l'éducation au Japon, c'est un moyen de contrôler et d'asseoir un pouvoir sur les élèves. Il y a une véritable dimension matérialiste au niveau de l'éducation ici. Il y a un phénomène d'addiction à la note et au certificat, des bouts de papier qui sont supposé nous ouvrir les portes de la réussite et on en devient esclave. L'élève, c'est de la matière première. Il faut le façonner, il faut l'endoctriner. Et c'est pour cette raison que dès le plus jeune âge, les Japonais apprennent à associer la souffrance à la productivité et à la réussite. J'ai un autre exemple, j'avais un cours avec une élève qui était au lycée et elle insistait vraiment pour utiliser un ouvrage qui était beaucoup trop difficile pour son niveau. C'est comme si un bébé essayait de courir le marathon de New York. Je m'enquière évidemment de la situation et je veux dire au staff qu'on devrait utiliser un livre plus simple pour elle. Refusé. Parce que le staff, comme mon élève, pensait que faire des efforts abusés au point de souffrir, c'était l'unique façon de progresser. J'ai beaucoup parlé des profs et des élèves, mais quid des parents? Une de mes élèves vient dans mon école depuis 2018. Sachant qu'un cours de 40 minutes coûte 60 € et que ça fait plus de 5 ans qu'elle vient, ses parents ont dépensé plus de 15 000 €. C'est énorme, surtout que la fille ne parle pas en cours. Ça fait depuis 2018 qu'elle fait littéralement la grève. Et même en expliquant à ses parents que ça ne sert à rien de l'envoyer chez nous, ils ne reviennent pas sur leur décision. Bienvenue en souffrantocratie. Et est-ce que ce cercle de la souffrance est sans fin ici au Japon? Bah je suis tenté de vous dire oui, car là il s'agit plus que de simple mentalité. Genre les Français se plaignent et font la grève tout le temps. Ok, je rigole, c'était gratuit et facile. Mais là, avec le gaman et cette tradition de la souffrance, on parle ici de traditions séculaires qui ont des centaines d'années. Un mode de pensée philosophique qui est considéré comme vertueux et bon, à mon avis, qu'il s'agisse de l'éducation, du monde du travail ou de la société en général. Le Japon ne peut pas aller mieux en choisissant la souffrance. Logique, non. Mon but, c'est vraiment pas de vous effrayer ou de dire du mal juste pour tracher le Japon, l'éducation, etc. Évidemment, je suis un étranger, j'habite ici depuis plus de 7 années au total. Je ne peux pas échapper aux affres du gaijin-splaining, c'est-à-dire vous expliquer les choses de mon point de vue. Moi, je n'ai pas la solution à tout ça. J'essaie juste de vous faire réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment venir vivre ici, tout en sachant que vos enfants vont grandir et évoluer dans certaines conditions? Le débat est ouvert. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que l'amour du Japon que certaines personnes peuvent avoir mérite cette souffrance? En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas fait beaucoup de blagues parce que c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup, car je vois tous les jours des enfants allant de la maternelle jusqu'au lycée et à l'université qui galèrent avec leurs études, qui n'ont pas le temps de sortir s'amuser, et forcément ça me touche. En tout cas, n'oubliez pas de faire des gestes qui sauvent la vie. Vous abonnez s'il vous plaît, merci beaucoup. On arrive gentiment à 1700 abonnés. Likez, commentez encore, hein. Et puis suivez-moi également sur les réseaux sociaux, @AirForce1, Twitter, TikTok, Instagram et également Facebook. N'oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir cette chaîne en rejoignant les tipeurs. Encore un grand merci à vous, c'était le Clochard Magique. On se revoit très bientôt pour d'autres aventures. Bisous bisous.